Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes de nouveau rejoints par Scott Ritter, ancien major des Marines américains et inspecteur en armement pour l'ONU. Merci donc d'être venu dans l'émission. Oh, merci de m'avoir invité. Le traité INF de 1987 a éliminé toute une catégorie d'armes nucléaires, les missiles d'une portée intermédiaire, comprises entre 500 et 5500 km. Cela a été très important pour atténuer la compétition sécuritaire et a effectivement contribué à négocier la fin de la guerre froide. Mais en 2019, les États-Unis s'en sont retirés, bien que les Russes aient déclaré qu'ils ne déploieraient aucun missile qui aurait enfreint le traité INF afin d'éviter une escalade, à moins que les Américains ne le fassent. Aujourd'hui, Poutine a annoncé que la Russie ne respecterait plus ses restrictions auto-imposées concernant le déploiement de ces missiles de portée intermédiaire, qui sont également capables d'emporter des charges nucléaires. Encore une fois, cela semble très grave, et je me suis dit, qui de mieux pour en parler qu'un ancien inspecteur des Nations Unies en armement? Alors, pourquoi la Russie a-t-elle pris cette décision et quelles en sont les conséquences? Eh bien, vous savez, je ne suis pas seulement un ancien inspecteur en armement de l'ONU. La raison pour laquelle j'ai été sélectionné comme inspecteur de l'ONU, c'est qu'avant cela, j'étais inspecteur INF. J'ai travaillé pour l'agence d'inspection sur site et j'ai fait partie du premier groupe d'inspecteurs chargés de mettre en œuvre le traité INF. En fait, j'ai été le premier inspecteur américain à être présent sur le terrain en Union soviétique lorsque le traité est entré en vigueur, le 1er juillet 1988. Je connais donc ce traité sur le bout des doigts. Et je comprends aussi l'importance de ce traité. Un peu d'histoire. Les forces à portée intermédiaire font partie de la réalité militaire de l'Europe depuis un certain temps déjà, mais elles n'étaient pas considérées comme un facteur décisif. Ils faisaient simplement partie d'un éventail global d'options militaires disponibles pour les deux camps de l'équation militaire, l'OTAN et les soviétiques. Vous savez, des systèmes relativement anciens, comme les SS-4 et SS-5, étaient des systèmes à carburant liquide, qui n'étaient pas réactifs face à des situations émergentes. Ils avaient d'autres systèmes qu'ils ont déployés plus tard, comme le SS-12, qui était un système à propergol solide, mais doté d'une seule ogive. On le considérait davantage comme un missile Scud sophistiqué. Cependant, toute la situation a changé à la fin des années 1970, lorsque la Russie a déployé ce nouveau missile, le SS-20 ou RS-10, le Pioneer. 3 ogives, mobiles sur route, et véritablement un bouleversement stratégique. En gros, cela garantissait la destruction physique de l'Europe en cas de guerre entre l'Union soviétique et l'Europe. Et il n'y avait rien que l'Europe puisse faire pour s'en défendre. Cela a donc créé la forme ultime de dissuasion. Du point de vue européen et américain, le déploiement par les soviétiques des SS-20 a également créé un déséquilibre en ce qui concerne la pression pouvant être exercée sur les nations. Tout le concept de dissuasion nucléaire repose sur le fait qu'aucune nation ne pourrait utiliser sa force nucléaire pour intimider d'autres nations afin d'obtenir certains résultats géopolitiques, car les autres nations disposeraient de leurs propres capacités nucléaires pouvant être utilisées en représailles. Il y avait une parité, la destruction mutuelle assurée, ce genre de choses. Le SS-20 étant un système de missiles à propergol solide, doté de la portée qu'il avait et de têtes multiples, pouvait littéralement couvrir toute l'Europe d'armes nucléaires, éliminant ainsi l'ensemble des défenses de l'OTAN. La question se posait alors, du point de vue de l'OTAN, les États-Unis se sacrifieraient-ils pour l'Europe? Autrement dit, si les Soviétiques anéantissaient l'OTAN, les États-Unis appliqueraient-ils l'article 5, mettraient-ils en œuvre leur doctrine nucléaire, sachant que les Russes et les Soviétiques
disposaient de leurs propres forces nucléaires stratégiques capables de détruire les États-Unis. Ou bien les États-Unis, face à cette situation, diraient-ils, eh bien, tant pis, dommage, je n'aimerais pas être européen aujourd'hui. Il fallait donc une riposte. Ainsi, la riposte a été le déploiement par les États-Unis, au début des années 1980, de leur propre système de portée intermédiaire. Le missile de croisière lancé au sol et le missile à propergol solide Pershing II. Le Pershing II, en particulier, était considéré comme très menaçant pour les Soviétiques, car lancé depuis une position en Allemagne de l'Ouest, le missile Pershing II, capable de transporter une ogive nucléaire, pouvait frapper Moscou en 12 minutes, créant ainsi un scénario potentiel de décapitation. Et si l'on combine cela avec le développement des forces nucléaires stratégiques américaines, notamment le sous-marin de classe Oyo, armé de missiles Trident à ogive nucléaire, la menace s'accentue. Si ces missiles Trident s'approchaient des côtes, ils pourraient être lancés sur une trajectoire plate et réaliser une décapitation. On se retrouve alors dans une situation extrêmement dangereuse où une seule erreur pourrait entraîner la fin du monde. Une seule erreur, un seul mauvais calcul, une seule mauvaise appréciation. Ainsi, la décision a été prise à la fois par les États-Unis et l'Union soviétique que ces systèmes devaient être maîtrisés. À travers le processus de négociation, ils ont proposé l'option 0, ce qui signifiait non seulement limiter le déploiement et le nombre de systèmes INF et de systèmes à courte portée, mais les éliminer complètement. C'était le traité que vous avez mentionné, et ce fut un traité très réussi. 3 ans après sa mise en œuvre, tous les systèmes INF détenus par les nations concernées, l'Union soviétique et les États-Unis, avaient été éliminés, disparus. Ensuite, un régime de surveillance efficace a été mis en place pour garantir que ces armes ne réapparaissent jamais. Pour aller plus loin, l'aspect inspection de ce traité a duré 13 ans. Et lorsque cela a pris fin, il n'y avait plus d'inspection physique, mais le traité restait pleinement en vigueur. Ce qui était en place, c'était une surveillance par des moyens techniques nationaux. Les Russes avaient des inquiétudes concernant le respect du traité par les Américains. Si l'on regarde le développement de notre bouclier antimissile balistique, les armes utilisées comme cible sont des missiles de portée intermédiaire et elles ont été testées en vol. Techniquement, cela viole le traité INF, mais les États-Unis affirment que non, car il s'agit de cibles et non de systèmes opérationnels. Mais vous savez, elles simulent un système INF parce qu'elles en sont effectivement un. Donc les Russes avaient certaines préoccupations, mais les problèmes les plus importants venaient du côté américain, où nous avions des inquiétudes concernant 2 systèmes en particulier. L'un d'eux était ce que nous appelions le RS-26, ou Rubesh. Je crois que la désignation de l'OTAN à l'époque était SS-26X, ou quelque chose de ce genre. C'était un missile conçu pour combler le vide laissé par l'élimination du SS-20. Ce que les Russes cherchaient à obtenir, c'était un missile qui ne dépassait pas le seuil du traité FNI, c'est-à-dire que, s'il était lancé, il resterait en dessous de la portée définie par le traité FNI. On pouvait y parvenir avec certaines configurations d'ogive. Mais s'il était équipé, par exemple, d'une ogive unique ou d'un véhicule de rentrée hypersonique avant-garde plus avancé, il atteindrait des portées couvertes par le traité FNI. Ainsi, en 2017, les Russes ont mis fin au déploiement de ce missile. Cela a été fait de manière assez désordonnée, parce qu'ils se préparaient à effectuer, en vertu du traité, ils allaient se préparer à faire une inspection de cela. Je suis désolé, ce n'était pas un missile à courte portée. Selon certaines portées, il pouvait voler comme un ICBM. Il serait compté comme un ICBM. Mais si vous aviez une configuration d'ogive différente, il serait compté comme un système INF. Et les Russes ne voulaient pas être perçus comme violant le traité INF.
celui-ci n'était pas vraiment le facteur décisif. Le véritable changement est venu avec un système connu sous le nom de 9M, je peux me tromper sur ce numéro, mais il s'agissait essentiellement d'un développement du missile de croisière Iskander-M que les États-Unis affirment que les Russes ont testé comme missile de croisière lancé depuis le sol en violation du traité INF. Les Russes affirment que cela ne s'est pas produit. J'ai examiné autant de données que possible humainement, sans avoir accès à des informations classifiées. Je suis convaincu que les États-Unis se sont trompés sur ce point. Que les Russes, le même bureau de conception qui travaillait sur le 9M729, développait également le missile Calibre, qui est un missile lancé depuis la mer. Il est permis de tester des missiles lancés depuis la mer à partir d'une station terrestre. Le développement du Calibre se faisait en parallèle avec celui du 9M729. Et je crois simplement que les États-Unis se sont trompés, que nous avons mal interprété les directives du renseignement. Et vous savez, il se pourrait qu'il y ait eu une certaine compatibilité entre les composants des missiles, de sorte que lorsque des essais étaient effectués sur un Calibre ou s'ils étaient réalisés sur le 9M729, les analystes du renseignement américain pouvaient dire « Ah, c'est vraiment un missile de croisière. Un missile de croisière à longue portée. » Les Russes ont tenté d'apaiser nos inquiétudes en organisant une démonstration. Ils ont en fait exposé le 9M original, l'Iskander-M original, puis ils ont présenté cette version avancée. Et ce que l'on constate, c'est que le propulseur est identique, exactement le même système de propulsion. La seule chose qui change, c'est l'ogive et le système de guidage. Et en réalité, avec ce nouveau système, l'ogive et les modules de guidage sont plus grands. Donc, si vous avez un système de guidage plus grand et une ogive plus lourde, et que vous utilisez le même système de propulsion, cela signifie probablement que la portée sera inférieure à celle de l'autre système. Et il existe des moyens, vous savez, de tester cela. Mais les États-Unis ne s'y sont pas intéressés, parce que, alors que la Russie faisait tout son possible pour respecter le traité INF, les États-Unis ne le faisaient pas. Nous voulions sortir de ce traité, non pas à cause de la Russie en tant que telle, mais à cause de la Chine. La Chine avait développé toute une gamme de systèmes de portée intermédiaire que nous estimions donner à la Chine un avantage dans tout conflit potentiel dans le Pacifique. Et nous voulions quelque chose qui puisse contrer l'INF chinois. Mais nous ne pouvions pas le faire à cause du traité INF que nous avions avec la Russie. Nous avons affirmé qu'il n'y avait pas de violation, mais il y en avait. Le système Mark 41 Aegis Ashore utilise une plateforme de lancement conteneurisée qui, à bord d'un navire Aegis, peut non seulement tirer les missiles surface-air SM-3 ou SM-6, mais aussi le missile de croisière lancé depuis un navire. Maintenant, si vous prenez le même système et que vous le placez au sol, les Russes disent « Eh bien, vous pouvez lancer des missiles de croisière à partir d'ici. » Et nous avons répondu « Non, non, nous n'allons pas faire ça. Nous ne sommes pas intéressés par cela. Ne vous inquiétez pas. » Eh bien, une semaine après notre retrait du traité INF, nous avons testé le système Aegis Ashore en utilisant un missile de croisière lancé depuis le sol. Nous sommes des menteurs. Nous avions prévu cela depuis le début. Quiconque a déjà participé à des essais de missiles balistiques sait, on ne prépare pas un test en une semaine. Nous préparions ce test depuis un certain temps et attendions simplement de sortir du traité pour le réaliser. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il n'y a plus de traité et il n'y a plus de confiance entre la Russie et les États-Unis. Les Russes, encore une fois, ont une meilleure mémoire que nous. Ils comprennent l'aspect déstabilisateur de ces armes. Les Russes ont donc dit aux États-Unis que, même si le traité n'était plus en vigueur,
ils ne développeraient ni ne déploieraient de système INF tant que les États-Unis n'en déployaient pas dans le théâtre européen. Or, il y a quelques années, les États-Unis ont déployé l'un de ces systèmes conteneurisés au Danemark pour participer à un exercice. Les États-Unis ont déclaré « Nous n'avions que le missile SM-6 à l'intérieur, qui est un missile à courte portée. » Mais les Russes n'en savent rien. C'est un système capable de lancer des missiles de croisière, ayant déjà été testé pour tirer un missile de croisière. Les Russes sont donc obligés de supposer que le système, une fois déployé, contient des missiles de croisière. Et ils ont dit, eh bien, vous avez violé cela. Alors ils ont commencé à développer des missiles. En même temps, les États-Unis poursuivaient également le développement et le déploiement d'un nouveau système hypersonique intermédiaire, appelé le système Dark Eagle. Ainsi, la Russie se retrouve maintenant face à une situation où les États-Unis, en développant et en déployant ces systèmes, modifiaient fondamentalement l'équilibre des forces en Europe, donnant aux États-Unis des capacités de frappe préventive hypersonique à un moment où les tensions entre l'OTAN, les États-Unis et la Russie étaient en hausse à cause de l'Ukraine. Et le conflit en Ukraine a montré l'importance des systèmes de frappe à longue portée. Imaginez simplement installer le Dark Eagle ou le SM-6 Typhoon sur le sol ukrainien et l'impact déstabilisateur que cela aurait sur la Russie, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les Russes mènent cette guerre et veillent à ce que l'Ukraine ne devienne jamais membre de l'OTAN. Mais les Russes avaient besoin d'une riposte, alors ils ont commencé à développer au moins un système, je pense même plusieurs. Ce système est une évolution du RS-26 Hrubesh dont nous avons parlé. C'est ce que nous appelons le système Oreshnik. L'Oreshnik est un amalgame de technologies utilisant des propulseurs à propergol solides avancés empruntés au missile balistique intercontinental Sarmat, des deuxièmes étages issus du missile balistique intercontinental Yars, un véhicule de rentrée Yars-M modifié et de nouvelles ogives utilisant des technologies inédites. Il a été testé en vol et les Russes ont procédé à ce qu'ils appellent un essai opérationnel de l'Oreshnik en novembre 2024 visant l'usine Dnipro à Dnipropetrovsk. Mais même lorsqu'ils ont fait cela, ils disaient simplement « Nous avons cette capacité », mais ils ne l'avaient pas encore opérationnalisée en tant que système d'armes de test. On estimait qu'ils avaient entre 4 et 6 Oreshnik supplémentaires en préparation pour des essais. Mais ce n'est pas de la production en série. Mais encore une fois, les Russes ont déclaré qu'ils allaient commencer la production en série de l'Oreshnik. Eh bien, récemment, Vladimir Poutine a annoncé, à la suite d'un échange houleux sur Twitter entre Lindsey Graham et Dmitry Medvedev, l'ancien président de la Russie, dans lequel Lindsey Graham a menacé la Russie d'une frappe de décapitation. Menacé, clairement menacé, les Russes, en disant « Si vous ne croyez pas que Donald Trump est sérieux dans son intention de punir la Russie pour ne pas s'être plié aux exigences de Trump concernant un cessez-le-feu, demandez simplement à l'ayatollah ce qui se passe. » Autrement dit, demandez au dirigeant iranien qui a été la cible d'une frappe de décapitation pendant la guerre de 12 jours d'Israël. Une frappe de décapitation dont les États-Unis étaient informés et qu'ils ont facilité grâce à des renseignements. C'est donc une menace directe contre le gouvernement russe. Medvedev a répondu en disant « Nous avons la main morte, donc vous mourrez ». La main morte fait référence à un système de l'ère de la guerre froide, le périmètre. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du sous-marin de classe Oyo qui avait été rapproché avec des trajectoires plates. C'était un vrai problème. Alors les Russes ont développé la main morte pour s'assurer que, s'il y avait une frappe de décapitation et que la direction russe était éliminée, un système serait en place, utilisant une variété de capteurs, détecteurs de radiation, capteurs sismiques, etc., et des missiles équipés d'un système de communication
qui lancerait ces missiles, lesquels survoleraient le territoire russe en diffusant des codes de lancement, et la totalité de l'arsenal nucléaire russe serait tirée contre les États-Unis. Donc, ce que Medvedev disait, c'est « Nous avons la main morte, alors pourquoi parlez-vous de décapitation ?» Eh bien, Trump n'a pas compris. Et il a donc immédiatement ordonné, c'est tout le génie de Donald Trump, que 2 sous-marins de classe OIO, armés de missiles Trident, se rapprochent des côtes russes. Donc, si vous essayez de convaincre les Russes que vous ne cherchez pas à décapiter leur direction, la dernière chose à faire serait de déployer 2 sous-marins de classe OIO plus près des côtes russes. Et donc, les Russes, à cause de tout cela, ont déclaré « Nous avons lancé la production en série des Yars et nous commençons le déploiement actif de ces systèmes, non seulement en Russie, mais aussi en Biélorussie. La Biélorussie va recevoir un régiment, c'est-à-dire 9 lanceurs de Yars. Le Yars est un système à double capacité. Il peut tirer une ogive conventionnelle, en fait des ogives à sous-munitions, ou il peut tirer des ogives nucléaires. L'Ereshnik est cette arme révolutionnaire, comparable au SS-20. Il n'existe aucun équivalent au sein de l'OTAN. Rien ne peut la contrer. Rien ne peut la vaincre. Et une fois que l'Ereshnik sera pleinement déployé, comme l'a déclaré Dmitri Medvedev dans un tweet ultérieur, toutes les cathédrales de toutes les villes d'Europe seront désormais menacées car, à l'instar du SS-20, l'Ereshnik pourra couvrir l'Europe entière de sa puissance destructrice, qu'elle soit conventionnelle ou nucléaire, ce qui lui confère un avantage supplémentaire, une dimension de flexibilité militaire. Désormais, la Russie peut détruire toute l'Europe en n'utilisant que des armes conventionnelles. Elle n'a même plus besoin d'armes nucléaires. Et nous pouvons remercier Donald Trump pour cela. Dmitri Medvedev, en annonçant cette décision, a également fait allusion à d'autres systèmes. Et c'est là que nous revenons à la guerre froide. En plus du SS-20, les Russes étaient préoccupés par le missile Pershing II et sa capacité à frapper Moscou. Ils voulaient donc un contrepoids à cela, et ils développaient un système à courte portée appelé Skorost, ou le missile rapide. Le but du Skorost était que, lorsque les Pershing étaient détectés quittant leur garnison pour se rendre dans des zones de déploiement, le Skorost puisse être rapidement envoyé sur le terrain, tirer et détruire le Pershing II. Actuellement, l'Ereshnik, comme le SS-20, n'est pas aussi flexible en termes de ciblage. Donc, si les États-Unis déploient le Dark Eagle en Allemagne, les Russes n'ont pas la capacité d'intercepter le Dark Eagle avec une garantie de succès. Je pense donc que, comme cela était le cas avec le retrait du RS-26 pour créer l'Ereshnik, les Russes ont retiré Skorost et développent un système de remplacement. Et Medvedev a déclaré qu'il y avait d'autres systèmes en préparation. Lorsque l'on examine les exigences opérationnelles auxquelles les Russes sont confrontés et qu'on les compare à celles auxquelles faisaient face les Soviétiques dans les années 80, Skorost est une nécessité absolue. Je pense donc que c'est ce que nous observons, et il se peut que les Russes en développent d'autres. Ils avaient un autre système en cours de développement, le petit ICBM Courier, en fait prêt à être produit en série, mais il a été arrêté en 1991 par Gorbatchev. Et un fait historique intéressant, le coup d'État lancé contre Gorbatchev en août 1991 a été déclenché par la signature par Gorbatchev d'un ordre mettant fin au système de petits ICBM. Cela a provoqué une crise économique pour le ministère de l'Industrie de la Défense et les autres industries impliquées. C'est à ce moment-là que le chef du KGB s'est réuni avec tous ses différents ministres et a dit « Gorbatchev doit partir ». Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela montre à quel point ces systèmes de missiles sont importants pour la Russie dans son ensemble. Well, there seems to be a lot of
Il semble y avoir beaucoup d'escalades progressives sur le front nucléaire. Les États-Unis sont censés déployer ces nouveaux missiles de précision à longue portée en Allemagne l'année prochaine. Nous avons le Dôme d'Or. Et bien sûr, il y a quelques semaines, il y a eu cette attaque contre les forces nucléaires russes, qui a été accueillie avec joie, moquerie, voire célébration, par l'establishment politique et médiatique à travers l'Occident. Il y a aussi cette tendance, du moins en Europe, à commencer à rejeter la dissuasion nucléaire de la Russie en la qualifiant essentiellement de chantage nucléaire. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est faire comme si cela n'existait pas ou l'ignorer, ce qui est une approche très étrange du constructivisme social appliqué à la sécurité nucléaire. Mais est-ce que c'est cela, l'Oreshnik, son introduction, surtout maintenant qu'il entre en production en série? Pourquoi ça change-t-il les guerres ou l'équilibre des pouvoirs en Europe? Est-ce parce que cela permet aussi, je suppose, une étape différente sur l'échelle de l'escalade? Ainsi, il ne s'agit plus seulement d'une guerre conventionnelle ou d'une guerre nucléaire qui mettrait fin au monde. Car ce qui rend souvent les armes nucléaires moins crédibles comme moyen de dissuasion, c'est justement leur pouvoir destructeur. Mais est-ce que c'est, je suppose, le secret de l'Oreshnik, d'être cette étape intermédiaire? Oui, cela donne aux Russes la capacité d'escalader de manière spectaculaire sans utiliser d'armes nucléaires. Donc si vous regardez laissez-moi vous donner un exemple. Disons que l'Allemagne a effectivement utilisé le missile Taurus, l'a donné à l'Ukraine et qu'il a frappé Moscou. Et supposons que Moscou ait répliqué en attaquant l'usine de production Rheinmetall à Düsseldorf et peut-être d'autres sites. Actuellement, il faudrait qu'elle frappe avec, vous savez, des missiles lancés depuis les airs comme le Kinzhal, peut-être des Iskander. Mais il y a des limites à ce que la Russie peut faire, et la frappe n'est pas assez décisive pour dissuader l'Europe. Donc l'Europe commencerait alors une échelle d'escalade qui pourrait mener à une guerre nucléaire. Si vous devez escalader, vous voulez le faire d'une manière qui intimide vraiment la personne contre qui vous montez en puissance. Imaginez maintenant la situation suivante. La Russie tire l'Oreshnik et élimine totalement Düsseldorf, frappe Ramstein, l'anéantit, puis démontre qu'elle dispose de 100 Oreshnik prêts à recouvrir instantanément toute l'Europe. Et il n'y a rien que l'Europe puisse faire pour se défendre. L'Europe recourrait-elle alors à l'arme nucléaire? Passerait-elle à cette étape ou subirait-elle des pressions pour reculer? L'Oreshnik change la donne car il met toute l'Europe en danger. Les États-Unis viennent de déployer des bombes B-61-12 en Angleterre. L'Oreshnik détruirait ce site en moins de 15 minutes après son lancement. Il n'existerait plus. Certains pensent que l'Oreshnik utilisé contre Dnipro était une version dotée d'une ogive d'essai, non opérationnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que bien que les sous-munitions aient été recouvertes ou fabriquées à partir de ce nouvel alliage céramique exotique, il n'y avait pas de matière explosive à l'intérieur. Donc en gros, il s'agissait d'obus non explosés qui touchaient le sol. Et l'une des raisons pour lesquelles les Russes ont fait cela, c'est pour dissimuler la véritable capacité destructrice d'Oreshnik. Parce que les sources russes à qui j'ai parlé ont dit que la véritable capacité destructrice d'Oreshnik est très différente de ce qui a été démontré. Et que l'Oreshnik, lorsqu'il est tiré, disons que vous prenez un bataillon d'Oreshnik, soit 3 missiles Oreshnik, ce qui fait 108 sous-munitions, et que vous les faites tomber dans une zone concentrée, ils disent que les dégâts causés sont équivalents à ceux d'une arme nucléaire. Et maintenant, si les Russes déploient, je sais pas, disons 10 régiments d'Oreshniks, chaque régiment compte 3 bataillons. Vous voyez où je veux en venir. L'Europe n'a littéralement aucune chance. La décision la plus stupide au monde a été de sortir du traité INF.
Et la deuxième décision la plus stupide a été de provoquer les Russes. Maintenant, les Russes ont, vous savez, franchi cette étape. Comment sortir de ce pétrin? C'est un énorme problème de contrôle des armements. Un énorme problème de contrôle des armements. Et malheureusement, je ne pense pas que nous en sortirons, à moins de retrouver le sentiment d'urgence qui existait dans les années 1980, quand il y avait une mentalité de crise. Si nous ne signions pas ce traité, nous allions tous mourir. Il faut que l'Occident ressente cette urgence. Et cela signifie que l'Occident doit déployer des systèmes qui fassent sentir à la Russie qu'elle est en danger. Ainsi, il y aura alors une raison commune pour les deux nations de s'en débarrasser. Le Pershing II est ce qui a poussé les Russes à se débarrasser du SS-20. Est-ce que Dark Eagle sera le système qui fera que la Russie se débarrassera d'Oreshnik? Je ne sais pas. La Russie veut-elle se débarrasser d'Oreshnik? Vous savez ce qu'il faut comprendre à propos du traité INF, et l'une des raisons pour lesquelles j'ai parlé du petit ICBM Courrières, c'est que nous en Occident parlons du traité INF comme si c'était une grande réussite. Vous savez, le contrôle des armements. Nous avons lancé le processus, et comme vous l'avez dit, cela a enclenché un processus qui a mis fin à la guerre froide. La plupart des Russes ne le voient pas de cette façon. L'État russe a lancé un processus qui a entraîné l'effondrement de l'Union soviétique et l'affaiblissement de la Russie. Du point de vue russe, le traité INF a anéanti les capacités militaires de la Russie en éliminant 3 systèmes produits à Votkinsk, le SS-20, le SS-12 et le SS-23. Il a également conduit au traité START, qui a imposé des limites à la production du SS-25, et le Courrier, le petit ICBM, a été supprimé. Cela a été économiquement dévastateur pour la ville de Votkinsk, qui à tous égards est une ville-usine. Ils sont payés à la production de missiles. Et lorsque vous venez éliminer toute leur production de missiles, à l'exception d'un seul, et que vous réduisez considérablement le nombre de missiles produits, ils sont passés de la production de 60 à 80 SS-25 par an à seulement 6 SS-25 par an. Ils ne produisaient plus. Ils fabriquaient 100 SS-20 par an, peut-être moins, mais entre 80 et 100, puis 0. SS-12, 0. SS-23, 0. Et vous savez, c'est économiquement dévastateur. Et cela résonne dans toutes les villes militaires où ces généraux et ces ministres tirent leur pouvoir, leur capacité et leur influence. Rien ne se passait à Votkinsk sans que l'usine de construction de machines de Votkinsk, la fabrique de Votkinsk, ne décide que cela devait arriver. Ils construisaient les écoles, ils construisaient les routes, ils construisaient les hôpitaux, ils construisaient les marchés, ils apportaient la nourriture. C'est le directeur général de Votkinsk, aussi tard qu'en 1916 ou 1968, qui a amené le gaz naturel à Votkinsk. Rappelez-vous, Votkinsk est perdu au milieu de nulle part. À environ 700 milles de Moscou, dans les contreforts de l'Oural, il n'y avait pas de gaz naturel. Les habitants de Votkinsk ont donc enduré certains des hivers les plus rudes qu'on puisse imaginer. C'est le directeur qui s'est rendu sur place, a pris les bénéfices de l'usine, s'est branché sur le grand pipeline, supervisant cela personnellement, mettant sa vie en danger, car il est très difficile de se connecter à un gazoduc en fonctionnement. Mais ils l'ont fait, et ils ont amené le gaz à Votkinsk. L'usine, c'était la ville, c'était la vie. Et ce n'est pas seulement à Votkinsk, mais aussi dans d'autres villes. Et quand j'y vais et que je parle de la validité du traité INF, les Russes disent « on déteste ce traité ». Nous détestons le contrôle des armements, parce que premièrement, il a fait tomber l'Union soviétique, et deuxièmement, il nous a rendus faibles, parce que vous trichez, vous mentez. Le traité INF était le seul traité pur tant qu'il était appliqué. Les deux parties en ont bénéficié.
Mais regardez ce que les États-Unis ont fait par la suite. Nous avons utilisé le traité INF pour promouvoir l'avantage unilatéral des États-Unis. Et c'est ce dont les Russes nous ont aussi accusés avec les réductions d'armes stratégiques, de tricher. Et c'est vrai, nous sommes des tricheurs, de purs tricheurs. Nous trichons de façon sournoise en n'étant pas honnêtes dans nos négociations. Nous prétendons vouloir une chose, nous en faisons une autre. Regardez la défense antimissile balistique en 2008, quand elle était en cours de négociation. 2008, 2009. Elle est-elle en cours de négociation? Les Russes ont dit que ça devait se faire dans le contexte de la défense antimissile. On ne peut pas avoir de traité de réduction des armes stratégiques sans défense antimissile. Et l'administration Obama, qui a succédé à celle de Bush, a répondu qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils allaient le faire. Mais il fallait le faire séparément. Anatoly Antonov, qui était à l'époque le principal négociateur, a déclaré qu'il avait reçu l'assurance de Rose Gottemoeller qu'il traiterait cette question séparément. Ils ont signé le traité, il a été mis en œuvre. Mais lorsque Antonov a appelé Gottemoeller et lui a dit « Je suis prêt à avancer sur la défense antimissile », elle a répondu « Nous n'allons pas faire cela. Nous avons menti. Nous avons carrément menti. » C'est ce qui rend Yershnik encore plus dangereux. Les mécanismes habituels qui pourraient permettre d'atténuer le danger du système n'existent pas. Il n'y a actuellement aucune négociation sur le contrôle des armements. Le traité New START expire en février de l'année prochaine. Lorsqu'il expirera, nous passerons instantanément de 1550 ogives nucléaires déployées de chaque côté à environ 4000 à 5000, car nous allons sortir les ogives de réserve, puis commencer à fabriquer de nouveaux cœurs, de nouvelles armes. Nous allons revenir à 20 000 ou 30 000 forces nucléaires stratégiques de chaque côté. C'est de la folie digne de la guerre froide. Voilà à quel point cette affaire Yershnik est dangereuse. C'est une situation très préoccupante. Je pense que c'était un problème lié à l'ère hégémonique. Il n'y a pas d'incitation à des contraintes mutuelles lorsqu'un camp domine, et le contrôle des armements en pâtit si l'on n'a pas d'équilibre des pouvoirs. Quoi qu'il en soit, Scott Ritter, merci beaucoup. C'est une période inquiétante que le contrôle des armements ne soit pas pris plus au sérieux que cela. Et on espère vraiment que nous allons reprendre la main là-dessus bientôt, avant que, comme vous l'avez dit, surtout en février, les choses ne deviennent vraiment incontrôlables. Quelque chose de positif pourrait sortir de cette histoire si cela incitait les deux camps à repenser les armes qui pourraient tous nous tuer. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Thanks again. Thanks for having me.